Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 19 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La première dame Dominique Ouattara a fait des dons à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Elle a offert des vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour soutenir les fidèles musulmans qui observent le jeûne depuis quelques jours. La santé et l'éducation, deux secteurs prioritaires pour le Conseil régional du Poro. Plus de 700 millions de francs CFA ont été consacrés à la réalisation d'infrastructures sanitaires et scolaires dans toute la région au profit des populations. Nous aurons un grand angle consacré au cinéma ivoirien à la croisée des chemins. Dans quel état se trouve le 7e art ivoirien? Dans ce 20h, nous vous proposerons une série de reportages sur les difficultés rencontrées et les initiatives entamées pour la relance du cinéma ivoirien. C'est le mariage de l'année. Il a mobilisé toutes les attentions ce samedi 19 mai. Le prince Harry, fils cadet du prince Charles et de Lady Diana, et l'actrice américaine Meghan Markle se sont mariés. Ils se sont dit oui à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Soyez les bienvenus sur RTI 1, la page culture de ce samedi consacrée au cinéma ivoirien. C'est le sujet de notre grand angle de ce 20h. Le 7e art ivoirien a-t-il progressé ou régressé? Quelles sont les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour sa relance? Pour nous répondre, nous avons invité le producteur, réalisateur, scénariste, romancier ivoirien Kramo Lansine Fatiga, vainqueur de l'Étalon d'or de Yenega en 1981 avec son film Guéli. Il est l'ancien directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Kramo Lansine. Bonsoir, madame. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Alors, que devient actuellement le cinéaste ivoirien, vainqueur de l'Étalon d'or de Yenega 1981 et surtout ancien directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire? Mais le cinéaste Fadiga Kramo Lansine demeure producteur et réalisateur de films et actuellement conseiller technique chargé du cinéma au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et on va en parler davantage justement, je disais, notre grand angle ce soir porte sur le cinéma ivoirien. Vous êtes une grande figure de ce cinéma. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes. Ce sera dans la page culture. À tout à l'heure, monsieur Lansine. Merci. Tout d'abord, voyons ce soir, voyons les dons faits par la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en cette période de Ramadan. Elle a offert des vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour soutenir les fidèles musulmans qui ont entamé depuis quelques jours le jeûne. Mama Traoré pour le reportage. Des tonnes de sucre, de riz, de lait et de pâtes alimentaires au profit de la communauté musulmane. Un geste initié chaque année en période de jeûne musulman par la première dame Dominique Ouattara. Nous sommes 600 veuves et femmes démunies. Donc recevoir ça pour pouvoir rompre le jeûne, c'est très important. Je dis merci à notre maman chérie, la première dame. Ça vaut plus de 5 ans que j'ai participé à cette cérémonie. Et cela nous permet aussi d'aider d'autres personnes au niveau d'Abobo. L'année passée, c'était au niveau de Glocha, on a donné plus de 400 démunis. Les guides religieux, les mosquées et les associations musulmanes sont les principaux bénéficiaires de cette caravane de dons en vivres de la première dame Dominique Ouattara en ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité. C'est elle qui a accepté de partager le peu qu'elle a. Donc c'est une obligation pour nous de lui dire merci. Nous adressons tous nos remerciements sincères à la première dame que nous appelons affectueusement Fantagbe pour tout ce qu'elle fait et qu'elle continue de faire pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de ces denrées qu'offre la première dame Dominique Ouattara aux musulmans de Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, le souhait de Madame la Première Dame est que ces dons vous aident à aborder en toute tranquillité le mois de Ramadan. Elle vous invite à demeurer en prière pour vous, vos familles et vos proches. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de nous rappeler le message d'amour, de partage, de pardon et de miséricorde d'Allah envers notre prochain. En plus du district d'Abidjan, les villes de l'intérieur du pays vont également bénéficier de cette caravane de dons en vivres.
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique continue de tisser sa toile dans la logique de rapprochement de l'administration des populations. Après Dianra, Kaniasso et Tienko l'an dernier, c'est le département de Botro qui vient d'être doté d'une agence de l'institution financière. Il s'agit d'une trésorerie principale avec en son sein la Banque du Trésor inaugurée hier vendredi. Léon Brun. Botro, à 40 km à l'ouest de Boaké. Pas de banque, mais l'administration publique représentée, excepté la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Impossible donc d'accéder sur place aux services financiers, même le timbre à usage administratif. Il faut aller jusqu'à Boaké pour avoir les timbres. C'est le double dépense que nous faisons. Puisqu'il faut aller payer le timbre, il faut payer le transport, aller-retour, tu arrives, tu vas manger. Il y avait assez constamment des coupeurs de route. Et donc, aller faire une opération à Boaké était grandement risqué. Fini ces calvaires, s'exclament les populations à travers le maire et le député de Botro. Ces agents que voici vont animer dès ce mardi 22 mai cette agence du Trésor et de la comptabilité publique. En son sein, une trésorerie principale et la Banque du Trésor, de quoi offrir à l'administration et aux populations de Botro des services financiers. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de fonctionnement des services de l'État présents à Botro. La deuxième composante est une agence de la Banque du Trésor qui permettra désormais aux populations de Botro et des localités environnantes de venir déposer leur épargne ou de domicilier leur solde et de faire des opérations bancaires classiques. Le directeur général a d'ajouter la possibilité de souscrire dans cette agence aux bons et obligations du Trésor, invite les populations à en faire un outil de développement de Botro. Jacques Assaouré annonce 55 autres nouvelles agences du Trésor et de la comptabilité publique sur le reste du territoire, dont 27 réhabilitations à l'échéance 2020. Je l'annonçais dans les titres, la santé et l'éducation, deux secteurs prioritaires pour le Conseil régional du Poro. Plus de 700 millions de francs CFA ont été consacrés à la réalisation d'infrastructures sanitaires et scolaires dans toute la région au profit des populations. Kadès Sogodogo. Une école primaire, 2 logements pour le personnel de santé à Boron, un centre de santé et un bâtiment de 3 classes équipés à Farakoro. 4 classes au lycée de Dikodougou. Le tout pour un montant d'environ 165 millions de francs CFA pour le département de Dikodougou. À Korogo, 10 salles de classe avec des bureaux et des équipements pour les sous-préfectures de Koni et Karakoro, estimées à environ 80 millions de francs CFA. Sinématiali bénéficie d'un collège moderne à hauteur de 423 millions de francs CFA. Le Conseil régional du Poro matérialise ainsi sa volonté de faire de la santé et de l'éducation ses priorités à travers cet investissement de plus de 700 millions de francs CFA. La région amorce son développement. L'industrie et le tourisme ne seront pas exclus. Nous voulons faire de cette région, comme auparavant, le premier grenier de la Côte d'Ivoire. Nous voulions faire de cette région une région industrielle. Les transformations viennent, les projets sont en cours et nous voulons encore faire de Korogo une destination incontournable pour tous ceux qui viennent ici en Côte d'Ivoire visiter le pays. À la rencontre initiée à l'issue des inaugurations de ces infrastructures, le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, a félicité le président Tiemoko Yade Koulibaly et toute son équipe pour les efforts consentis au profit des populations. Des actions à perpétuer pour l'intérêt de cette partie du pays, a-t-il indiqué. On reste dans la région du Poro. Plus de 200 producteurs et organisations de producteurs de coton ont été distingués pour la qualité de leur travail durant la campagne cotonnière. Plusieurs dons ont été faits à ces acteurs qui font de la région du Poro la principale zone productrice de coton en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. Ils sont venus de tous les hameaux de la grande région du Poro. Ce sont plus de 4000 producteurs de coton
qui se sont donné rendez-vous au complexe d'égrenage de coton de Korogo 2 dans les locaux de la compagnie ivoirienne de coton. Objet de cette grande mobilisation, la fête du coton qui récompense depuis plusieurs années les meilleurs cotonculteurs de la région. Au cours de la campagne 2017-2018, vous avez travaillé pour avoir de bons résultats. Vous avez été à la peine, c'est vrai, mais enfin, vous voilà tout à la joie. Pour la campagne 2017-2018, ce sont plus de 180 000 tonnes de coton qui ont été produites dans cette zone, soit 45,5% de la production nationale. Une performance réalisée grâce à l'encadrement des 34 000 producteurs de cette région. Il faut beaucoup mettre l'accent sur la communication et sensibiliser les agents pour qu'ils soient auprès des producteurs pour que le rendement puisse se relever. Je pense que c'est la première fois que dans le bassin cotonnier, que la moyenne d'une tonne 430 kg à l'hectare soit réalisée. Ça profite qu'aux producteurs. En plus des 30 milliards de francs CFA qui ont été perçus par les paysans lors de cette campagne, les 205 lauréats du jour sont repartis chez eux avec d'importants lots en nature et en numéraire. Vous voyez, chaque jour, on est avec les bœufs de culture atterrés, avec ce changement climatique. On a souvent des difficultés pour faire le labour. Avec le tracteur, le labour sera plus facile, même en période où la terre est sèche. Célébrer les meilleurs agriculteurs, mais également booster la production cotonnière ivoirienne. De 400 000 tonnes actuellement, la Côte d'Ivoire vise une production annuelle de 600 000 tonnes de coton d'ici 2020. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont le sourire. Ces personnes, elles sont plusieurs à avoir été recrutées dans le secteur privé. 158 précisément sont ainsi insérées dans la vie active. La nouvelle réjouit les organisations des personnes handicapées qui ont donc organisé une cérémonie de reconnaissance au gouvernement ivoirien. Le reportage de Patricia Omouitia. L'emploi de 158 personnes en situation de handicap dans le secteur privé est une grande première. Une nouvelle qui a réjoui les handicapés, toutes catégories confondues. Les sourds, les aveugles, les bègues, les albinos, les nez, les sourds-muets, les handicapés intellectuels et tout type d'handicap en Côte d'Ivoire. Saluons la décision du président de la République et du gouvernement d'instaurer formellement un quota d'embauche au profit des travailleurs en situation de handicap dans le secteur privé. Pour les handicapés de petite taille, les albinos, les handicapés moteurs et sensoriels, cette décision de haute portée sociale va sans nul doute permettre de résoudre le problème de l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les personnes albinos, lors du précédent recrutement, il y a eu 11 personnes qui ont été recrutées. Et cette année, nous avons postulé un nombre de 60 personnes albinos qui sont postulants pour le dernier recrutement. Ça vient apporter un ouf de soulagement, permettre à la personne handicapée de pouvoir vraiment sortir de cette barrière-là qui est posée par notre entourage. Il y a un logiciel qu'on introduit dans l'ordinateur qu'on appelle le JAWS qui permet aux non-voyants d'utiliser l'outil informatique comme tous. La production d'un certificat de non-bégaiement est déjà un prétexte pour éliminer en tout cas d'office les personnes en situation de bégaiement. Les sourds ont une capacité vraiment de travailler, d'écrire. On apporte un papier, on écrit et on présente. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Le gouvernement a adopté d'importantes mesures pour la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. On s'intéresse à présent à la lutte contre le terrorisme. La Turquie partage son expérience en la matière. Lors d'une rencontre ici à Abidjan, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire a plaidé pour une coopération internationale afin de venir à bout du terrorisme. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Assassinat de diplomates turcs, apparition du PKK, organisation terroriste après le coup d'État de 1980, attentat du 11 septembre aux États-Unis ou encore printemps arabe, autant de raisons qui ont poussé la Turquie à accentuer sa lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée par le professeur Beril Doğulu lors d'une conférence à Abidjan autour du thème « Politique de la sécurité de la Turquie face à la menace terroriste ».
Je pense qu'il faut partager avec les autres pays tous les problèmes. Aucun pays ne peut lutter tout seul avec le terrorisme. Il faut réaliser des organisations réelles, pas sur le papier, avec les autres pays. Il faut être commune pour lutter parce que le terreur n'est pas un problème national, le terreur est un problème international et il faut lutter au niveau international. Selon l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire, le pays lutte contre divers types de terrorisme depuis plus d'une quarantaine d'années, et ce, par des mesures militaires et des moyens diplomatiques. La Turquie, elle souffre beaucoup du terrorisme. C'est un fléau qui touche pas seulement la sécurité, mais tous les aspects de la vie des gens. Les autorités turques souhaitent que les deux pays fédèrent leur énergie pour lutter efficacement contre le fléau. Monsieur Soro Kikbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance d'information parlementaire du mercredi 23 mai 2018 à 14 h au palais de l'Assemblée nationale. Le thème porte sur le changement climatique et ses effets sur la santé. Ce qui nous permet d'ouvrir bien évidemment le chapitre politique de ce 20h, et c'est avec le RDR. Le bureau politique vient de se réunir en vue de préparer les échéances électorales futures, la stratégie électorale à mettre en place pour mobiliser les militants et surtout les nouveaux majeurs à participer massivement à l'opération d'identification pour la révision de la liste électorale a été notamment évoquée. Sidonie Davila. Le Rassemblement des Républicains peaufine les stratégies pour ratisser large lors des échéances futures. À la réunion du bureau politique qu'a présidé le premier vice-président du parti, Amadou Gon Coulibaly, la direction a appelé les militants ainsi que les nouveaux électeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Ce séminaire a permis au vice-président chargé des questions électorales de donner un certain nombre d'informations à nos militants. Et ces informations ont permis et doivent permettre aux militants d'avoir tous les éléments nécessaires pour qu'on ait un processus de révision réussi, en tout cas au niveau du RDR, avec la participation du maximum donc, de nos militants dans les différentes villes de notre pays. Il est demandé à l'ensemble de nos sympathisants, à l'ensemble de nos militants, de se mobiliser pour se faire enrôler tous, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à se faire inscrire donc, sur la liste électorale. La constitution de la liste électorale, élément décisif pour le succès des élections, le parti compte sillonner les villes ivoiriennes pour mobiliser les militants et les jeunes à participer massivement aux échéances électorales. Au cours de cette réunion, il a également été question des conditions à satisfaire pour être candidat aux élections municipales et régionales. Les documents que les uns et les autres doivent fournir, c'est une demande adressée à Madame la Présidente du parti, un engagement sur l'honneur à ne pas se présenter en candidat indépendant si la candidature n'est pas retenue à l'issue du processus de sélection. Le Rassemblement des Républicains invite tous les candidats à se soumettre à la position du parti et les invite par ailleurs à ne pas s'adonner au convoyage ou à la transhumance électorale. Après les coordonnateurs du Sud, la jeunesse urbaine du PDCI met le cap sur Séguéla pour former les coordonnateurs du Nord. Les responsables du PDCI RDA de la région du Ourodougou y ont pris part. Le PDCI RDA est à la conquête de 1500 nouveaux adhérents, comme nous l'explique Abou Sanogo. Faire bloc autour du président Henri Konan Bédié pour les batailles futures. Tel est en substance le message véhiculé par le président de la jeunesse JPDCI urbaine au coordonnateur de la zone Nord au cours d'un séminaire de formation à Séguéla. Valentin Kwasi a appelé à l'union autour du président du PDCI, Henri Konan Bédié. La jeunesse du PDCI ne peut que se mettre dans la vision du président Henri Konan Bédié et c'est cette vision que nous faisons appliquée sur le terrain. Dans le cadre de l'alliance RHDP. Ladji Bakayoko, vice-président du parti septuagénaire, a invité les militants de la zone Nord à mieux s'informer sur la vie et les activités du parti et à rester mobilisés. Séguéla n'a jamais quitté le PDC. Il y a des hommes, il y a des femmes qui continuent le combat. C'est pour cela que je voudrais vous dire et dire à notre jeunesse
que c'est la persévérance qui paye dans toutes choses. Ce séminaire était articulé autour du thème « Quelle stratégie d'animation pour la redynamisation de coordination JPDCI face aux défis électoraux ?» Il est le président du PDCI RDA et avec son épouse, il comptabilise 60 ans de vie commune. Face à un parterre de personnalités, le couple Bédié a renouvelé son engagement devant Dieu au cours d'une messe d'action des grâces. C'était à la chapelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Un moment riche en émotions, nous rapporte Sidonie Davila. Ils s'aiment depuis 60 ans. Aimé par amour pour Henriette est devenu Henri. Henri et Henriette Bédié, après 60 ans de vie commune, leur noces de diamant célébrées. C'est par une messe d'action de grâce que les festivités des noces de diamant ont démarré. Aujourd'hui, à l'heure où tant d'hommes divorcent, se séparent, où chacun reprend le chemin de sa vie sans l'autre, il convient de se réjouir que certains mariages restent solides et résistent à l'usure du temps. C'est la conjonction, je crois, de 4 choses difficiles à réunir: la crainte de Dieu, la constance, la fidélité et la solidarité. Après 60 ans, toujours aussi amoureux, le couple renouvelle ses promesses à Dieu. Son histoire a démarré à Guiglo, dans l'ouest du pays. Henri, alors jeune lycéen, fait la connaissance d'Henriette par l'intermédiaire de son frère et depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés. Le 13 avril 1958 à Poitiers, en France, Henri et Henriette unissaient à jamais leur destin. Fruit de leur amour, 4 enfants dont 2 filles et 2 garçons. Nous, les jeunes générations, je pense qu'on devrait suivre ce parcours qui est en tout point exemplaire. Ils ont toujours été présents sans être envahissants. Impossible d'imaginer cette fête sans leurs proches autour d'eux. Un grand nombre de célébrités pour partager ce moment riche en émotions. La première dame, Dominique Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et d'autres personnalités étaient de la partie. Je crois que dans cette période donc difficile que connaît notre monde, il est heureux de voir un couple qui traverse donc les décennies, les années et qui tient aussi fort. Je crois que c'est un exemple pour la jeune génération. Faisons en sorte que Dieu nous accorde des noces de ce diamant aussi. 60 ans de vie commune, c'est toute une histoire et leur secret. Henri Konan Bédié l'a révélé. Rappelons-nous au 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Madame Bédié, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumin-goumin. Parler toujours mariage. Eux, ils n'ont qu'un jour de mariage puisqu'ils se sont dit oui aujourd'hui. Et c'est le mariage de l'année qui a mobilisé toutes les attentions ce samedi 19 mai. Le prince Harry, fils cadet du prince Charles et de Lady Diana, avec l'actrice américaine Meghan Markle, ils se sont mariés ce samedi à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Alexis Ouedraogo. La cérémonie de mariage du prince Harry avec Meghan Markle s'est déroulée ce samedi sous l'œil du monde entier à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La mariée de 36 ans était vêtue d'une robe blanche, simple et élégante. En l'absence de son père malade, Meghan Markle a remonté l'allée centrale de la chapelle seule avant d'être rejointe à mi-chemin par son beau-père, le prince Charles. Sa mère, Doria Ragland, une professeure de yoga, visiblement émue. Dès l'aube, les fans britanniques, mais aussi de nombreux Américains, ont pris d'assaut les trains pour Windsor, où étaient attendues quelques 100 000 personnes. Ce mariage, il faut le souligner, offre un moment de répit aux Britanniques, divisés par le Brexit, mais unis autour de la famille royale. Cette journée de samedi, des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie, d'autant plus qu'il s'agit du dernier mariage pour toute une génération dans la branche aînée de la famille royale. Dans la matinée, la première ministre Theresa May a adressé sur Twitter ses meilleurs vœux au couple, qui s'est d'ailleurs vu conférer par la reine le titre de duc et duchesse de Sussex. Ce soir, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir du Frogmore House.
Et on referme le chapitre mariage. Pour parler maintenant du mondial 2018 qui se prépare déjà sur RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne ne sera pas en marge de la messe du football mondial. La RTI, à travers sa direction marketing et communication, a organisé une conférence de presse pour parler de la diffusion de ce grand rendez-vous. Salif Ouattara. À 27 jours du coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde, la radiodiffusion télévision ivoirienne affûte ses armes. Elle a donc initié une conférence de presse pour présenter son dispositif éditorial et marketing. Le directeur de RTI 1, Koné Sirikissil, représentant le directeur général Amadou Bakayoko, a salué le travail éditorial abattu par ses différents collaborateurs qui ont sorti une offre vendable pour les 32 matchs à diffuser. Les responsables des différents contenus éditoriaux ont annoncé les couleurs en présentant les différentes offres au public. La parole est ensuite revenue au directeur marketing et communication qui a présenté en compagnie de la directrice commerciale le projet de la Coupe du Monde aux potentiels sponsors et partenaires de la RTI, bien représentés dans la salle. Bonne nouvelle pour la RTI, Kalou Bonaventure et Beugre Yago viennent renforcer l'équipe des consultants sportifs. C'est un grand plaisir face à un grand événement mondial, la Coupe du Monde, événement planétaire. Je suis très heureux d'être sur ce plateau, d'être parmi les consultants. On va distiller la science du football à tous les spectateurs. C'est ma passion, le football. Et puis commenter des matchs de foot, ça me permet de vivre l'événement d'une autre manière. C'est une fierté. Après le succès de la retransmission de la CAN 2017 et des Jeux de la francophonie, la RTI se lance à l'assaut d'un autre challenge sportif. Avec un objectif clair, réussir le pari de la diffusion intégrale des 32 matchs acquis auprès de la FIFA par l'Union africaine de radiodiffusion. En attendant ce grand rendez-vous cet après-midi, notez qu'au stade Félix Houphouët-Boigny, en match retour du second tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, Niger 2019, les Éléphantaux de Côte d'Ivoire ont été éliminés par les Panthères du Gabon. Et pourtant, les Ivoiriens avaient pris le meilleur sur les Gabonais, 2-0. Les réalisations de la 3e et 87e minute n'ont pas suffi à qualifier les Éléphantaux. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous sommes en compagnie du producteur, réalisateur, scénariste, romancier ivoirien Kramo Lansine Fatiga. On vous retrouve. Et comme je le disais, notre grand angle ce soir porte sur le cinéma ivoirien. Avant nos échanges, nous allons voir ce reportage d'Issa Kenon Yeo consacré au cinéma ivoirien entre déclin et renaissance. Le cinéma ivoirien a connu un regain de vitalité du début des indépendances jusqu'à l'orée des années 2000. Pendant des décennies, des cinéastes formés en France et rentrés au pays ont fait rêver le public avec des productions de qualité. On peut citer entre autres Henri Dupac avec Caramel, Désiré Carré avec Visage de femme et Yo Kozloa avec Pétanqui. Écoute Pétanqui, mais qu'est-ce que c'est? Tu me fais appeler. Qu'est-ce que tu as? Tu me fais attendre, je suis fatiguée maintenant. Eh bien, écoute, mes responsabilités. Quelle responsabilité? N'est-ce pas? Et tu sais très bien la situation que nous traversons. À cette époque, les cinéastes ivoiriens produisaient entre 2 et 3 films par an. Cette vitalité du 7e art ivoirien a permis de remporter 2 étalons d'or du Yenenga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il n'y a qu'un seul salut, la voie que je vais tracer pour vous, car est Dieu du Christ, mon cousin, ainsi en sera-t-il. Puisque Jésus est ton cousin, Dieu est donc ton oncle. Malgré ces 2 grandes récompenses au plus prestigieux festival de cinéma sur le continent, les 35 mm sont grippés et les pionniers sont loin des grands écrans. Raison évoquée, le manque de financement. Le cinéma, c'est de l'art. C'est une technique qui coûte cher. Un seul individu ne peut pas faire du cinéma. Il faut un groupe d'individus. Il faut des mécènes. Il faut des gens pour subventionner le cinéma. La nature ayant horreur du vide, de jeunes réalisateurs prennent le relais avec le développement des TIC et de l'Internet. On se rend compte quand les personnes sortent, les pôles de loisirs, c'est les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit. Et voilà, peu de personnes partent au cinéma. Et il faut produire pour un public. Et ce public-là, en général, il est à la maison, il est devant sa télévision, il est devant son petit écran. Et c'est ce qui a justifié un peu la mutation
de nos productions qui d'emblée étaient des productions de cinéma qui ont commencé donc à basculer vers des productions de télévision. Et quand le film est produit, il faut le diffuser. 3 nouvelles salles ultramodernes ont ouvert à Abidjan, mais ça reste insuffisant. Grand écran n'existe pratiquement plus. Nous avons 2 ou 3 salles à Abidjan. À l'intérieur, on n'en parle pas. Je crois qu'à l'époque, il y a eu une politique de réhabilitation des salles de cinéma, mais bon. La production ivoirienne cinématographique grand écran est pratiquement inexistante. Les cinéastes sont en attente de grands moyens financiers pour produire des scénarios encore dans les tiroirs. Voilà, M. Cramo, plusieurs questions ont été évoquées dans ce reportage. Mais dites-nous, peut-on aujourd'hui parler de cinéma ivoirien avec 1 ou 2 productions par an? Quand on parle de cinéma ivoirien, il faut d'abord préciser de quel cinéma il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire produit beaucoup, mais il y a beaucoup de films qu'on peut assimiler plutôt à de la production audiovisuelle. Et parler de cinéma, il faut bien préciser cela. Cinéma grand écran et cinéma, les séries et tout, dans lesquels nous excellons d'ailleurs. Pour la petite histoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été le premier pays à faire donc des séries télévisées. Et Léonard Groguier, à l'époque, avec le visionnaire Félix Houphouët-Boigny, qui avait permis, et même, non seulement permis, mais autorisé et supporté donc, la critique sociale à travers donc, Comment ça va. C'est ça qui a déclenché la série télévisée en Afrique, avec Akissi Delta qui est venu avec ma famille et qui a vraiment connu un grand succès. Donc il y a cette production. Et maintenant, si on veut parler de production aussi, il s'agit de production cinématographique grand écran. Bon, il y a des films aussi qui ont fait leur temps et leur chemin. Et vous également? Oui. Avec Gély? Oui, avec Gély, avec Wariko aussi d'ailleurs. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas réalisé de film? Oui, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, il y a toute une organisation et tout, des moyens dont on ne dispose pas forcément. Mais je vous donne rendez-vous pour très bientôt. D'accord. Alors, beaucoup de questions ont été évoquées dans ce reportage. On a parlé des questions de financement. Alors, vous dites que vous nous donnez rendez-vous dans quelques temps, mais qu'est-ce que vous a empêché jusqu'ici de produire un film après Wariko? C'est les moyens financiers. Les moyens financiers, parce qu'en fait, je vous dirais tout de suite que si vous tournez un film, vous donnez un scénario à 2 réalisateurs différents, un, vous lui donnez 60 millions, un, vous lui donnez 250 millions, le résultat ne sera pas le même. Et quand vous avez beaucoup d'ambition derrière un film que vous allez faire, comme le mien que je prépare, qui est une adaptation d'ailleurs de Molière, de Donzelle à Abidjan, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et tout. Et surtout, ça doit prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, dans la mesure où ce film-là aura la particularité d'avoir une copie 3D. Donc on va essayer la 3D en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Vous avez été directeur général de l'Office national de cinéma et un projet que vous avez appelé de tous vos voeux, qui vous coûtait cher. Alors, à l'issue de votre, je vais dire, après votre passage à la tête de l'Office, qu'est-ce que le cinéma ivoirien a retiré? J'ai bien envie de vous dire, de demander à qui de droit. D'accord, mais vous dites après mon passage. Qu'est-ce que vous avez laissé comme résultat, justement, pour régler cette question de finances que vous évoquez tantôt? En fait, il faut dire que l'Office national de cinéma a été créé par décret donc, en 2008 et mis en léthargie jusqu'en 2011 avec l'arrivée du président Ouattara, qu'il a exhumé et qu'il a mis en chantier avec un fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai été donc, mis à la place de Kitia Touré, feu Kitia Touré, notre camarade qui est décédé. Vous avez accédé à la tête de l'Office en 2013. Voilà, en 2013. Vous avez passé 3 ans à la tête de l'Office. Voilà, c'est ça, absolument. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour relancer le cinéma en Côte d'Ivoire? Écoutez, d'abord, il faut dire que je suis arrivé à la tête de l'Office dans un contexte particulier. On était en train de sortir de la guerre. Et les priorités pour moi, ou en tout cas pour nous, pour tous les Ivoiriens, et pour le président d'ailleurs aussi, c'était la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Donc je me suis employé dans un premier temps à fédérer toutes les énergies autour du cinéma pour que les cinéastes se sentent comme dans une famille. Dans une famille, et on rentrait ensemble, on sortait ensemble. Et cette famille-là, justement, ça crée une émulation et ça crée une complicité entre les uns et les autres. Et il y a eu tout un travail souterrain que j'ai fait, malheureusement. Bon,
qui n'est pas, je vous dis bien souterrain, qui était de travailler corps à corps avec les réalisateurs. Les scénaristes qui venaient... Parce que vous mettez l'accent sur la formation, le professionnalisme. Oui, non, d'abord je parle des films. Quand les films arrivaient, souvent c'était des films qui duraient 2 heures. Donc je m'enfermais avec le réalisateur, je dis voilà, ça il faut faire ça. Donc vous les encadriez. Oui, c'est ça, cet encadrement-là. Coaching, effectivement, c'est très important dans le monde cinéma. Quel résultat aujourd'hui? Le résultat, c'est qu'en fait, ça pallie un peu au manque de formation de certaines personnes qui aiment le métier, mais comme tout bon métier, il faut absolument que vous ayez la formation adéquate. Et cette formation, malheureusement, on ne peut pas l'acquérir comme ça. Vous allez faire des propositions. Oui, des propositions. Parlant de cette formation, on va faire un tour à la 71e édition du Festival de Cannes, où vous étiez à Cannes. Oui. On va se rendre donc en compagnie de notre reporter Serge Koléa, où les cinéastes ivoiriens s'y sont rendus également. Ouais. Howell Brown et Alain Guikou, 2 réalisateurs ivoiriens sur la croisette de Cannes avec certainement des ambitions. Après le mec idéal qui a remporté les talons de bronze au FESPACO, Braquage à l'africaine, je suis là pour mon dernier long métrage qui s'intitule Ligne 19. Alain Guikou, lui, est le maître à penser du téléfilm Brouteur.com. Je peux dire que j'ai eu quand même beaucoup de chance et de la grâce que Brouteur ait plu aux téléspectateurs. On a fait Brouteur 1, c'était galère, Brouteur 2, c'était pas mal, et Brouteur 3, on a monté d'un cran. Malgré quelques lauriers glanés, les 2 Ivoiriens, comme la plupart des cinéastes africains, viennent au Festival de Cannes pour nouer des contacts. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir participer d'abord à certains festivals ici en Europe et espérer être aussi au prochain FESPACO 2019. À Cannes, l'Afrique est généralement aux abonnés absents dans la compétition officielle. En 71 éditions, à peine une vingtaine de films cités dans les annales du festival. Je pense qu'on doit beaucoup plus produire au niveau de l'Afrique. L'État doit soutenir le cinéma africain. En espérant un jour briller dans le ciel de Cannes, la Côte d'Ivoire s'attelle depuis quelques années à participer activement à cet événement. Nous avons encouragé nos acteurs, nos producteurs, nos réalisateurs à s'inscrire à des masterclass qui sont des formations spécialisées. Autant de choses qu'ils capitaliseront, nous sommes certains, quand ils rentreront au pays. Cette année au Festival de Cannes, l'Afrique positionne seulement 3 films, mais aucun de ces films n'est en compétition pour la Palme d'Or. Du chemin reste à parcourir pour espérer être un jour parmi les meilleurs. Du chemin à parcourir pour espérer être parmi les meilleurs. Oui, absolument, oui. Et pourquoi? Et beaucoup d'argent à dépenser aussi, naturellement, parce que le cinéma, c'est une affaire de gros sous. D'accord. Alors, il y a quand même quelques cinéastes qui arrivent à émerger, mais difficilement. On a Philippe Lacôte, Howell Brown, de jeunes talents comme Kadi Touré. Alors, comment les soutenir et s'assurer que tout cela ne soit pas un feu de paille? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une affaire de sous. Parce que quand il faut soutenir les gens, il faut les soutenir vraiment de manière conséquente. Parce qu'un film qui a été tourné avec 7 millions de francs CFA ne peut jamais rivaliser avec un film qui a eu 200 ou 300 millions de francs CFA derrière. Mais on vous reproche aussi un manque de solidarité dans le milieu. Si, la solidarité existe, parce que, à mon sens, je ne pense pas que des cinéastes se soient insultés ou bien tirés dans les pattes, normalement. Pas qu'il y ait la division, mais comment est-ce que vous vous soutenez? Comment est-ce que vous vous regroupez pour rebondir? Mais c'est ce que je vous disais tantôt. Ancienne génération, ancienne génération et la jeune génération, justement. C'est ce que je vous disais, que je recevais des gens à qui je donnais des conseils d'abord au niveau du scénario et après le film. Et ça, c'est, comment on appelle ça, quelque chose même, je dirais. Ça, c'est quand vous étiez à la tête de l'office. Oui, mais même avant déjà, parce que moi, mes devanciers, j'ai été la même chose. Quand Djeli était sur la table de montage, Timité Bassori, Nwambala, Ali Dupac sont venus regarder pour dire, voilà, tu es sur le bon chemin. C'est un petit peu ça. D'accord. Ouais. Alors, on parle donc de problèmes, on parle au niveau des problèmes évoqués au niveau du cinéma, de relance du cinéma, on parle de la question de la distribution. C'est un problème majeur. Il n'y a pas que l'argent. C'est le nerf de la guerre, parce que quand vous faites un film, il faut absolument le distribuer. Et surtout aussi, le problème des salles de cinéma. Oui. Parce que il y a des salles de cinéma au niveau de l'intérieur du pays. Oui, mais heureusement qu'il y a une relance maintenant avec la présence de certaines salles. Mais il faut que ça continue, que dans chaque capitale, il y ait une salle de cinéma. Parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, le cinéma n'est pas mort. Parce que c'est tout à fait différent, un film vu sur grand écran et un film vu sur un écran de télévision. Mais justement, il était question de réhabiliter certaines salles à l'intérieur du pays. Où en est-on avec ce projet?
Écoutez, j'ai envie de vous avez laissé la tête de l'Office il n'y a qu'un an. Oui, mais, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui, il y a en 2 2016. ans, oui, il y a 2 ans que j'ai laissé. Mais écoutez, je pense que c'est des questions qu'il faut poser à qui de droit à ce moment-là. Mais vous êtes conseiller du ministre de la Culture et de la Francophonie, conseiller en charge du cinéma. En charge du cinéma, donc, c'est des questions qui ne vous échappent pas. Oui, normalement, oui. Mais je pense qu'il est prévu de faire participer tous les corps du métier, ou bien toutes les étapes du cinéma. Donc, de la production à la distribution et l'exploitation, tout ça doit être aidé et va être aidé par le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Question d'argent, question de distribution, mais il y a des initiatives qui sont à relever pour la relance du cinéma. On va voir cela dans ce reportage signé Franck Quadio et puis on va en discuter par la suite. Pour redonner de la couleur au cinéma, les initiatives publiques et privées se multiplient en Côte d'Ivoire avec la création de fonds d'aide et d'offices d'encadrement et d'accompagnement tel l'ONAXI qui imagine par exemple le festival Clap Ivoire réservé aux jeunes réalisateurs de courts-métrages et documentaires des 8 pays de l'UEMOA. Former la relève, mais surtout créer les conditions de leur expression. À côté, l'initiative du gouvernement avec la mise à disposition d'une salle de cinéma au Palais de la Culture, les professionnels du secteur, face aux longues années de léthargie, ont décidé d'apporter leur contribution. Nakissi Savané, actrice avec le Festival international du film des Lacs et Lagunes Festilag, un coup d'essai en 2011 et une 6e édition en 2017. Ivoire Cinétour avec un autre acteur, Guy Kalou en 2016, sillonner les régions et districts du pays et redonner au public l'attrait pour les films estampillés Côte d'Ivoire. Le cinéma ivoirien qui tente donc de refaire surface pour tenir sa place dans les grands rendez-vous, mais surtout dans les habitudes et pratiques sociales des populations vivant en Côte d'Ivoire. Alors, M. Krambo, quel modèle économique innovant et adapté à nos réalités peut-on appliquer au cinéma ivoirien pour le développer véritablement? Modèle économique, je pense qu'il faut déjà que l'exiguïté des marchés, le cloisonnement entre les pays, il faut qu'on brise ces barrières-là. Et je pense que c'est là que l'on a le salut. Même l'exemple de Nollywood qui est là, que tout le monde cite, pas au niveau de la qualité certes, mais au niveau de la quantité ou de l'argent que ça brasse, vient du fait de la population qui est là. Et c'est pour ça justement qu'il faut que les cinéastes travaillent ensemble, que les directeurs de la cinématographie, d'ailleurs, quand j'étais à l'ONAXI, on avait fait une réunion dans ce sens pour que vraiment on fédère nos énergies. Il y a des pays qui n'ont même pas encore de fonds de soutien. Mais ceux qui en ont, qu'au moins il y a une coproduction entre nous et qu'un film ivoirien puisse circuler, la circulation des biens culturels dans d'autres espaces monétaires comme l'UEMOA ou la CEDEAO, il faut absolument que ce soit une réalité. Parce qu'un film ne peut jamais être amorti sur un seul territoire. Et si vous faites un film en Côte d'Ivoire ici, qui passe en Guinée, qui passe en tout l'espace de la CEDEAO par exemple, c'est sûr et certain que ça peut brasser de l'argent. Vous avez été honoré l'année dernière au FESPACO avec l'inauguration de votre effigie en bronze à la célèbre rue des cinéastes à Ouagadougou, à la jeune génération qui vous regarde et qui aimerait aussi glaner des lauriers. Pourquoi pas avoir une statue à la célèbre rue des cinéastes à Ouagadougou au FESPACO? Mais écoutez, c'est tout ce que je peux dire à la jeune génération, ou en tout cas tous ceux qui aiment le cinéma et qui veulent travailler dans le cinéma. Je pense qu'il y a un mot qui est le mot déclencheur de tout, c'est la formation. Il faut absolument se former, parce que c'est bon un métier, mais si vous n'avez pas les clés à la base pour vous former, pour vraiment exercer ce métier-là, c'est très très difficile. Et mon exemple, par exemple, quand j'étais à Paris et que j'étudiais le cinéma, mais j'avais de quantité de films. Donc il faut qu'ils regardent des anciens films, des films ivoiriens, des films s'en inspirer. Pas forcément copier, mais en tout cas s'en inspirer. Comme vous l'avez fait d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Kramo Lanciné. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci à vous également et de nous avoir suivis. Et retrouvez demain à 20h Fatou Fofana. Très belle soirée sur RTI1.